j'ai su que quelque chose s'était définitivement brisé le soir où j'ai ouvert la porte du garage et découvert un matelas posé à même le sol, entre la tondeuse et un vieux congélateur. Il faisait un froid sec, la lumière tremblotait au néon, et une couverture seule m'attendait. Pas un mot, pas un regard, simplement ce silence glacial, lors de ce que personne n'osait dire à voix haute. Je n'étais plus vraiment la bienvenue. Cette nuit-là, j'ai compris que l'amour familial a parfois une date de péremption invisible et que le sang versé pour les autres ne les empêche pas toujours de vous effacer. Je m'appelle Margot Lefebvre, j'ai 70 ans. Autrefois, j'étais secrétaire dans un cabinet d'assurance à Tudorslage. Aujourd'hui, je vis seule dans une petite maison près d'un lac et je m'endors sans avoir besoin de demander la permission à qui que ce soit. Cette indépendance, je ne l'ai pas toujours eue. J'ai été épouse, mère, grand-mère et j'ai cru, naïvement, qu'aimer suffisait à mériter une place. Pendant des années, j'ai soutenu mon fils Julien financièrement, moralement, émotionnellement. Je lui ai prêté ce que j'avais, cédé plus que je n'aurais dû. Mais plus les jours passèrent, plus l'espace que j'occupais se réduisait. Dans la maison, dans les regards, dans les conversations, jusqu'à ce que ce soit le garage. Un choix pratique, disait-on peut-être en silence, pour ne pas déranger. Pourtant, ce n'était pas le froid qui m'a le plus blessée. C'était cette sensation terrible de ne plus compter, d'être là sans être là, d'avoir été utile, puis dérangeante. Une pièce de trop dans une vie trop bien organisée. Et ce soir-là, au lieu de pleurer, j'ai décidé de partir. J'ai quitté la maison avant l'aube, sans bruit, sans drame. J'ai pris un petit sac, mon carnet, et je me suis dirigée vers l'arrêt de bus le plus proche, sous un ciel encore noir. Je n'avais pas de plan, juste une certitude. Je ne voulais plus jamais dormir là où l'on m'imposait de disparaître. Je suis arrivée dans un petit village près de Toulouse. J'y ai loué une maisonnette modeste mais lumineuse. Et j'ai commencé à reconstruire ce que j'avais laissé s'éroder. Ma liberté. J'ai révoqué l'accès de Julien à mes comptes. J'ai fermé les procurations. J'ai revu mon testament. Et surtout, j'ai ouvert un compte au nom de ma petite fille Léa. La seule qui m'ait jamais écrit une carte postale sans qu'on lui demande. Je n'ai pas agi par vengeance. J'ai âge pour me réapproprier ce que j'avais négligé pendant trop longtemps, ma valeur. Ce que j'ai appris, c'est qu'on ne devient pas invisible du jour au lendemain. On s'efface lentement, à force de vouloir plaire, de faire taire ses besoins, de croire que le silence évite les conflits. Ce que j'ai fait cette nuit-là, c'est poser la première pierre d'une vie nouvelle. Une vie où je choisis qui j'invite, qui je protège, et à qui je transmets ce que j'ai de plus précieux. Pas seulement mon argent, mais mon histoire. Et si je vous la raconte aujourd'hui, c'est parce que je sais que d'autres femmes m'écoutent. Des femmes qui ont trop donné, qui s'excusent d'extat et qui attendent encore qu'on les remercie. Ce récit est pour elles. Pour nous, pendant plus de 30 ans, j'ai été secrétaire dans un petit cabinet d'assurance à Toulouse. Mon poste n'était ni prestigieux ni bien payé, mais il avait un sens. Je mettais de l'ordre dans les dossiers. J'accueillais les clients avec tact. Je corrigeais les fautes de frappe du patron sans jamais rien dire. Chaque centime comptait. Chaque jour de congé était calculé. Et pourtant, j'étais fière de pouvoir me dire que, grâce à ce travail modeste mais stable, je pouvais offrir à mon fils Julien une vie meilleure que la mienne. Quand il a voulu acheter sa première maison, j'ai signé à ses côtés une caution de 20 000 € prélevée sur mes économies. Il m'a embrassée avec reconnaissance ce jour-là, mais je crois que ce fut la dernière fois où son regard portait de la gratitude. Le reste est devenu mécanique,
Les virements automatiques pour l'électricité, trop cher ce mois-ci, les petites avances pour les vacances des enfants, puis un retrait conséquent de mon épargne retraite. Pour une urgence médicale dont je n'ai jamais connu les détails. Chaque demande était formulée comme une évidence. Je ne suis pas naïve. Je savais que je donnais plus que je ne devrais. Mais c'était mon fils, le seul que j'aie, et j'ai grandi avec l'idée que l'amour maternel se mesure à ce qu'on est prêt à sacrifier. Alors j'ai sacrifié mon confort, ma santé, parfois ma dignité, jusqu'au jour où je suis tombée dans les escaliers de mon immeuble et que je me suis cassé le poignet. Vivre seul devenait compliqué et Julien m'a proposé de venir habiter chez eux le temps de me remettre. J'y ai vu une opportunité de me rapprocher de mes petits-enfants, d'aider à la maison, de me sentir encore utile. Mais très vite, ce qui devait être temporaire est devenu toléré, puis pesant. Je me suis mise à faire le ménage, à préparer les repas, à garder les enfants en silence. Céline, ma belle-fille, me lançait des sourires forcés, des merci sans chaleur et des soupirs quand je m'attardais trop dans la cuisine. On ne m'a jamais dit les choses clairement, mais je les ai ressenties dans les silences, les regards détournés, les conversations qui s'interrompaient à mon entrée. Mon espace rétrécissait à vue d'œil. D'abord d'une chambre d'amis, puis un coin du salon, enfin le garage. Je me rappelle un soir où Julien, en passant à côté de moi, m'a dit sans même me regarder, tu sais, ce n'est que temporaire. Temporaire, oui, mais pour qui? Il n'y avait plus de discussion, plus de reconnaissance. Mes gestes n'étaient plus perçus comme des aides, mais comme des intrusions. Le plus cruel dans tout cela, ce n'était pas la perte de confort. C'était de réaliser que l'amour que j'avais donné avec tant d'élan s'était dilué, banalisé, transformé en dette jamais réclamée mais toujours attendue. J'étais devenue invisible, un meuble qu'on tolère parce qu'il est trop vieux pour être déplacé. Et puis il y a eu ce soir d'hiver, celui où j'ai compris que tout ce que j'avais offert avait été rangé dans la case acquis, comme un dû. J'ai voulu croire qu'on m'aimait, mais je n'étais qu'un soutien logistique silencieux. Le garage n'était pas une humiliation ponctuelle, c'était le symbole d'une lente érosion, d'un glissement insidieux, où la mère aimante était devenue la femme encombrante. Je ne raconte pas cela pour qu'on me plaigne. Je le raconte parce que je sais que je ne suis pas la seule. Il y a tant de femmes comme moi qui ont donné, encore donné, jusqu'à s'effacer. Nous avons cru que la loyauté serait reconnue, que les sacrifices seraient un ciment. Mais parfois, ils deviennent une chaîne. Ce soir-là, allongé entre deux cartons d'affaires oubliés, j'ai repensé à toutes les signatures que j'avais faites les yeux fermés, à tous les repas préparés sans un merci, à tous les silences où j'aurais dû parler. Et j'ai su qu'il était temps, non pas de fuir, mais de me redresser, d'arrêter d'espérer et de commencer à exister. C'est dans une nuit de janvier que tout a basculé. Le thermomètre affichait 2, peut-être 3, et dans la cuisine, les rires résonnaient comme dans une maison de vacances. On fêtait l'anniversaire d'un ami de Julien, ou peut-être un collègue de Céline. Je n'étais pas invitée, évidemment. J'étais simplement présente, comme toujours, en retrait, silencieuse, prête à débarrasser une fois la fête terminée. Quand je me suis approchée de la chambre d'amis, Céline m'a interceptée avec un sourire aussi figé que la glace sur le pare-brise. Elle m'a dit calmement, « La chambre s'apprase. Margot, des amis dorment là ce soir. » Puis, après un temps, comme une évidence, il reste le garage. Je me suis figée, pas un éclat de colère, pas même une surprise, juste cette sensation de se détacher du sol, de se regarder de l'extérieur, comme une scène qu'on connaît déjà. Elle m'a tendu une vieille couverture et un oreiller. « Ça ira pour 1 nuit », a-t-elle ajouté.
Je n'ai rien dit, pas un mot. Je ne voulais pas lui offrir le plaisir de me voir blessée. Le garage n'était pas isolé. Il y faisait un froid humide, presque métallique. J'ai posé le matelas de fortune dans un coin, entre le vélo rouillé de Julien et des cartons de décoration de Noël. Le sol sentait la poussière et l'huile. J'ai enroulé la couverture autour de moi, en gardant mon manteau, et je me suis allongée. À travers la mince cloison, on entendait les verres s'entrechoquer, les rires, la musique. Une fête à laquelle je n'avais jamais appartenu. Je n'ai pas dormi, pas vraiment. J'ai regardé l'ombre des phares passer sous la porte. J'ai écouté le silence entre deux éclats de voix. J'ai senti le froid s'infiltrer jusque dans mes os. Et dans ce silence glacé, j'ai compris quelque chose que je refusais de voir depuis trop longtemps. Je n'étais plus une mère. J'étais une commodité. Vers 4 heures du matin, le froid avait atteint un point que je ne pouvais plus ignorer. Mes doigts étaient engourdis, mes pensées, claires, étrangement claires. Je me suis levée, j'ai rangé la couverture dans un coin, j'ai pris mon sac, celui que je garde toujours prêt au cas où. Il contenait peu de choses, un livre, mon portefeuille, quelques vêtements et une photo d'André, mon mari, dans un cadre de cuir usé. Je n'ai laissé ni mot, ni trace. Je n'ai pas fermé bruyamment la porte. Je ne voulais pas de confrontation. Je ne voulais pas qu'ils se réveillent. Je voulais partir comme j'avais vécu chez eux, discrètement. J'ai marché jusqu'à l'arrêt de bus, en laissant mes empreintes dans le givre. Il n'y avait personne dans la rue, juste le souffle régulier de mes pas et le cœur battant d'une femme qui venait de comprendre qu'elle n'avait plus rien à attendre. Le bus pour Toulouse partait à Caen. J'ai attendu dans l'abri, les mains enfoncées dans les poches, le regard fixé sur le vide. J'aurais pu pleurer, j'aurais pu trembler, mais je n'ai rien fait de tout cela. Je me suis contentée d'exister. Dans ce moment suspendu, je n'étais plus la Margot résignée, ni la grand-mère ignorée. J'étais juste moi, vivante, et libre. Quand le bus est arrivé, le chauffeur m'a souri. Il n'a rien demandé. Peut-être que mon visage disait tout. Je me suis assise au fond, près du radiateur. Et pour la première fois depuis longtemps, je me suis sentie au bon endroit. J'avais quitté une maison, mais j'avais repris possession de ma dignité. C'est étrange, le moment exact où l'on cesse d'attendre. Ce n'est pas une explosion, c'est un glissement, une certitude qui s'installe. Ce matin-là, dans la lumière bleue de l'aube, j'ai vu défiler les champs givrés, les maisons endormies, et j'ai su que je ne retournerais pas en arrière. Je ne savais pas encore où j'irais, mais je savais ce que je ne voulais plus. Et c'était déjà immense. J'ai choisi un petit village à 1 heure de Toulouse, un endroit discret, bordé d'arbres centenaires et de sentiers encore couverts de givre au lever du jour. Rien d'extraordinaire, mais il y avait là ce que je cherchais. Le silence, l'eau et la possibilité de recommencer. J'ai trouvé une petite maison en pierre, avec 2 pièces, un poêle ancien et une fenêtre donnant sur un lac. Le premier matin, j'ai ouvert les volets. J'ai respiré profondément. Et pour la première fois depuis longtemps, je me suis sentie à ma place pas comme invitée, ni tolérée, mais véritablement chez moi. Pendant les premiers jours, je me suis contentée de peu. Une tasse de café noir au bord de la fenêtre, un livre entre les mains, et le tic-tac régulier d'une pendule que j'avais récupérée de mon ancien appartement. J'ai dormi d'un sommeil lourd, réparateur, comme si mon corps avait attendu cette pause depuis des années. Mais rapidement, la réalité m'a rattrapée. Je ne voulais pas seulement fuir, je voulais construire quelque chose de nouveau. Et pour cela, il fallait trancher les liens anciens, même ceux qui faisaient mal. J'ai pris rendez-vous avec Maître Claire, une avocate recommandée par une voisine. Elle avait la voix posée des femmes qui ont vu beaucoup et qui n'ont plus rien à prouver. Quand je lui ai raconté mon histoire,
Elle ne m'a pas interrompue. Elle a seulement hoché la tête à certains moments. Et à la fin, elle a simplement dit « Il est temps de reprendre ce qui vous appartient. » Avec son aide, j'ai fait annuler l'accès de Julien à mes comptes bancaires. Nous avons clôturé le compte commun que j'avais naïvement ouvert il y a des années. Ce compte, je le finançais à 80%, mais il était au nom de Julien. J'ai aussi mis fin aux virements automatiques que j'envoyais chaque mois pour les charges de leur maison, même si on ne m'en remerciait plus depuis longtemps. C'était un soulagement, mais pas un acte de vengeance. C'était un geste de protection, de reprise en main. Puis, j'ai parlé de Léa, ma petite fille, la seule à m'avoir écrit quand j'ai disparu. Un message simple, envoyé à 23h17 un soir, « Mamie, tu vas bien, tu me manques. » Rien d'obligé, rien d'automatique, juste une main tendue. J'ai demandé à Maître Claire comment je pouvais faire en sorte que ce que je possède, même modeste, lui serve un jour à elle, et pas à d'autres qui n'en ont plus rien à faire. Elle m'a parlé de la possibilité d'un fonds de fiducie. J'ai aimé ce mot, fiducie. Il contient confiance. Nous avons rédigé ensemble les termes du fonds. Il serait activé à ses 25 ans, utilisable uniquement pour des études, un projet de vie ou une première installation. Il ne s'agissait pas de la mettre à l'abri du besoin, mais de lui offrir une rampe de lancement. Quelque chose qui dise « Je crois en toi ». En sortant du cabinet de Maître Claire ce jour-là, un vent froid soufflait sur la place du village. Mais je me suis sentie plus droite que jamais. J'avais encore des ressources, pas seulement de l'argent, mais de la volonté. J'avais été secrétaire toute ma vie. J'avais géré les dossiers des autres, les comptes des autres, les urgences des autres. Il était temps de m'occuper du mien. J'ai écrit une lettre à Julien, pas pour lui faire des reproches. Je l'ai relue plusieurs fois. J'y ai simplement listé ce que j'avais fait pour lui au fil des années, sans commentaire, sans émotion apparente. Juste les faits, les montants, les aides, les rendez-vous médicaux, les nuits passées à garder Léa quand elle était malade. Puis j'ai terminé par une phrase. « Je souhaite que tu comprennes un jour que tout cela n'était pas un dû. Je n'ai jamais envoyé cette lettre. Elle dort dans un tiroir, entre deux carnets. Peut-être que je la brûlerai, ou peut-être pas. Je n'ai plus voulu de colère, plus besoin d'attente. Il ne s'agissait pas de tourner le dos à la famille, mais de tourner la page, de ne pas laisser les années restantes se consumer dans le ressentiment. Les premiers messages sont arrivés 1 semaine après les démarches juridiques. Des messages vocaux, longues, précipités, parfois presque théâtraux. Julien expliquait qu'il avait été dépassé, que Céline traversait une période difficile, qu'ils avaient eu peur que je me sente mal à l'aise dans un mariage trop moderne. Il utilisait beaucoup de mots comme malentendu, pression. Trop tard pour rectifier. Je n'ai répondu à aucun d'eux, pas par vengeance, mais parce que je n'avais plus rien à dire à quelqu'un qui ne m'avait pas laissé une chaise à table, ni même une couverture dans un garage glacé. Céline, elle aussi, a écrit un mail, cette fois, très formel. Elle y évoquait son stress, ses insécurités, sa peur de ne pas pouvoir gérer tout le monde le jour J. Je l'ai lu en entier. Puis je l'ai glissé dans un dossier étiqueté. À oublier, il m'est arrivé, certains soirs, d'ouvrir ce dossier, de relire quelques lignes et de me demander si j'avais mal jugé, si j'avais été trop dure. Mais à chaque fois, les souvenirs de cette nuit de janvier revenaient, le froid, le silence, les éclats de rire étouffés de l'autre côté du mur. Julien a fini par appeler. J'ai reconnu sa voix tout de suite. Un mélange de fatigue et de culpabilité mal dissimulée. Il m'a dit qu'il regrettait, qu'il n'avait pas mesuré l'impact de certaines décisions, qu'il aurait dû dire non à Céline. Je suis restée silencieuse quelques secondes.
Puis j'ai simplement dit « Tu n'as pas besoin de t'excuser. Tu as seulement à vivre avec ce que tu as choisi. » Je ne l'ai pas dit méchamment, juste calmement, comme une vérité nue que l'on ne peut plus maquiller. Après cet appel, il n'a plus insisté. Je crois qu'il a compris que je n'étais plus à la même place. Pendant ce temps, Léa est revenue. Elle n'a jamais eu besoin d'excuses pour frapper à ma porte. Elle est arrivée un samedi matin avec une boîte de tisane à la camomille et un petit pot de confiture maison. Elle a raconté l'école, les cours d'art plastique, un exposé qu'elle devait faire sur les femmes artistes oubliées. Je l'ai écoutée, le cœur paisible, étonnée à quel point une simple conversation pouvait guérir ce que des années d'indifférence avaient abîmé. Elle a nettoyé la terrasse avec moi, arrosé les lavandes et redressé un fauteuil en osier bancal. Elle ne posait pas de questions gênantes. Elle était juste là. Et parfois, entre deux gorgées de tisane, elle me regardait en silence, comme pour dire « je comprends ». Et c'était suffisant. Un dimanche, elle a sorti de son sac une photo d'enfance. Elle, moi. Les pieds dans l'eau froide de l'Atlantique, elle tenant un cerf-volant en forme de papillon. Moi rien aux éclats. Tu te souviens, mamie? Oui, je me souvenais. Je me souvenais de tout. Et je savais, à cet instant précis, que je n'étais pas seule. Que mon histoire n'était pas finie. Ce qui s'est installé entre Léa et moi n'avait pas besoin de mots compliqués, ni de promesses solennelles. C'était fait de présence, de gestes discrets, de silences respectés. Elle venait après l'école, parfois avec un dessin, parfois juste pour une étreinte rapide. Je laissais toujours une assiette de galettes dans la cuisine, au cas où. Et quand elle repartait, elle me serrait fort, comme si elle savait que le simple fait d'être là réparait en moi quelque chose d'invisible. Je n'ai plus cherché à forcer les liens avec Julien ou Céline. J'ai compris que certaines relations ne se recousent pas, même avec la meilleure volonté. Ce n'est pas de la rancune, c'est un deuil silencieux, une forme d'acceptation. J'avais donné beaucoup, souvent sans compter. Et aujourd'hui, je n'avais plus besoin d'en redemander. Mon téléphone, je le laisse souvent en silencieux maintenant. Quand il sonne, je choisis si je décroche. C'est une petite victoire. Peut-être, mais elle a du poids. Je décide de ce qui entre chez moi. Et cela commence par la paix. J'ai pris mon temps pour apprivoiser cette maison. Elle était petite, avec ses murs de pierre légèrement humides et son parquet qui craquait dès qu'on posait le pied au mauvais endroit. Mais elle avait quelque chose que je n'avais plus eu depuis longtemps. Du calme. Je l'ai rempli de ce que j'aimais. Des livres usés que j'avais relus 1000 fois. Des photos sépia d'André, mon mari, posées sur une étagère au-dessus de la radio. Et ce vieux mug de voyage sur lequel il avait fait graver mon prénom. Un cadeau de retraite que j'avais presque oublié. Je l'ai ressorti, la veille. Et depuis, je n'en bois que dans celui-là. J'ai recouvert le canapé d'un plaid que j'avais tricoté durant l'hiver de mes 50 ans. Des tons vert mousse et bleu nuit, qui réchauffent même les journées les plus grises. Sur la table basse, un vase en verre soufflé avec des fleurs séchées. Tout était simple, mais tout avait une histoire. Ici, personne ne me demandait pourquoi j'accrochais encore le portrait d'André, ou pourquoi je gardais les cartes postales de Léa dans un bocal en verre. Je n'avais à me justifier devant personne. Et ça, c'était un luxe immense. Chaque matin, je m'asseyais près de la fenêtre, celle qui donnait sur le lac. Je faisais chauffer de l'eau, versais mon café noir, et j'écoutais la radio. Les voix des animateurs me tenaient de compagnie. Les bulletins météo me faisaient sourire par leur prévisibilité. Et parfois, une chanson d'un autre temps me ramenait des souvenirs d'été passés à Royan. Je ne faisais pas grand-chose, mais chaque geste avait du sens. Et c'était ça, la vraie liberté. Ne rien devoir prouver,
ne rien devoir accomplir, juste exister à son rythme. Un jour, j'ai décidé de reprendre l'écriture. Pas de roman ni de récit pour d'autres, juste un journal, pas celui des plaintes ni des regrets, mais un carnet doux, intime, où je notais les choses que je voulais transmettre. Pas forcément les grandes leçons, mais les petits conseils qu'on ne trouve pas dans les livres. Comment choisir un bon melon? Pourquoi il faut toujours avoir du fil blanc dans une trousse de couture? Ce qu'on ressent vraiment la première fois qu'on dort seul, après 40 ans de mariage. J'écrivais pour Léa. Je voulais lui laisser autre chose qu'un héritage matériel. Je voulais lui offrir un fil conducteur. Quelque chose qui dise « Tu n'es pas seul. J'ai marché avant toi et voici ce que j'ai appris. » J'ai pris plaisir à noter ce que j'appelais mes rituels de paix. La façon de plier une couverture pour qu'elle garde la chaleur. Le mélange parfait pour une tisane qui apaise les soirs d'angoisse. Les titres de livres qui m'avaient aidé à traverser les années difficiles. Un jeudi, alors que les crocus commençaient à percer sous la neige fine, j'ai préparé un petit paquet. À l'intérieur, une bracelette fin, avec une perle d'ambre au centre. Je l'avais portée pendant des années, puis rangée quand je ne trouvais plus à qui l'offrir. Avec, j'ai glissé une note. Ceci est le but. Le reste, c'est à toi de l'écrire. Le lendemain, j'ai vu dans ses yeux une émotion que les mots n'auraient pas su traduire. Elle m'a serré fort, sans parler, et j'ai su que le message était passé. Je ne vis pas dans l'illusion d'avoir reconstruit une vie parfaite. Il y a encore des nuits où les souvenirs se faufilent toi sur la porte. Il y a des anniversaires que je passe seule. Des silences qui me rappellent ce qui a été perdu. Mais j'ai appris à faire la paix avec ça, à ne plus courir après les appels non passés, les excuses non formulées. J'ai compris que vivre pour soi n'est pas de l'égoïsme, mais un acte de réparation. Et dans cette réparation, il y a de la beauté. Il y a la lumière du matin sur le bois de la table, le bruit des pas de Léa sur le gravier quand elle arrive, le goût du café dans mon mug gravé. Il y a cette sensation d'avoir retrouvé la place que j'aurais toujours dû habiter. La mienne, je ne m'étais jamais imaginé un jour prendre la parole dans une salle pleine de gens. Moi, Margot Lefebvre, ancienne secrétaire à la retraite, femme ordinaire avec une vie ordinaire. Et pourtant, ce jeudi-là, j'étais debout, devant une quarantaine de visages attentifs, dans la grande salle du Centre culturel de Toulouse, invitée à parler d'un sujet que personne ne nomme à voix haute. Les femmes âgées et le droit de choisir. Je portais mon cardigan bleu ciel, et dans ma main, j'avais une feuille pliée en 4, non pas un discours, mais quelques phrases griffonnées. J'ai levé les yeux vers l'assemblée, et j'ai simplement commencé. On m'a demandé un jour de dormir dans un garage. Le silence s'est installé aussitôt, dense, plein de soupirs retenus. Pas parce qu'il n'y avait pas de place, pas parce qu'il faisait chaud dehors, juste parce que, dans cette maison-là, ma présence dérangeait plus que mon absence. J'ai fait une pause, mais je suis partie, pas par colère, par dignité. Les mots sont venus comme des perles qu'on enfile une à une, en prenant soin de ne pas les faire tomber. J'ai parlé de la fatigue qu'on ignore, de la loyauté qu'on utilise, de l'amour qu'on croit inconditionnel et qui parfois se heurte à une porte froide. Mais surtout, j'ai parlé de ce qui vient après, le moment où l'on choisit enfin pour soi, où l'on cesse d'attendre l'invitation et où l'on s'invite dans sa propre vie. À la fin, je n'ai pas entendu d'applaudissements bruyants, juste un long silence chargé d'émotions, puis des mains qui se sont levées. Une à une femme d'une 60aine d'années m'a dit « Je vis chez ma fille, et parfois, j'ai l'impression d'être une plante qu'on déplace. » Une autre a murmuré « Je vais rentrer ce soir et relire mon testament.
Je crois que je me suis oubliée dedans. Et qu'une plus jeune, les larmes aux yeux. Je vais appeler ma grand-mère. Je ne l'ai pas vue depuis Noël dernier. Je suis rentrée chez moi ce soir-là, avec le cœur bousculé mais léger. J'avais semé quelque chose, et même si je ne verrais peut-être jamais les fleurs, je savais qu'elles allaient pousser quelque part. Peu de temps après, la bibliothécaire du quartier m'a proposé d'animer un petit atelier. Pas un cours, non, juste un cercle de femmes, autour d'une table, avec du thé, des biscuits et des carnets. On a commencé doucement, puis 5, puis bientôt 10 femmes. On lisait ensemble, on échangeait sur nos lectures. Et un jour, j'ai proposé un exercice. Écrire 3 choses qu'on aurait voulu qu'on nous dise à 20 ans. Les réponses m'ont bouleversée. Tu as le droit de dire non. Ta valeur ne dépend pas de ce que tu donnes. Protéger ton argent, c'est aussi protéger ta paix. De fil en aiguille, on a ouvert un autre atelier. Celui-ci, plus pratique. Comment tenir un budget simple? Comprendre les démarches juridiques de base. Parler à un notaire sans se sentir petite. Je n'étais pas une experte, mais j'avais l'expérience. Et parfois, c'est plus précieux. J'apportais mes propres papiers, mes erreurs, mes leçons. On riait beaucoup. Parfois, on pleurait un peu. Mais surtout, on reprenait chacune un morceau de notre pouvoir. Léa m'aidait à tout préparer. Elle imprimait les fiches, dessinait de jolies couvertures pour les cahiers et m'accompagnait chaque mercredi. Elle ne disait pas grand-chose pendant les séances, mais je voyais bien comment les femmes la regardaient, avec espoir. Une jeune fille qui écoutait, qui respectait, qui voulait comprendre. Elle était le pont entre nos histoires et celles qui viendraient après. Un jour, à la fin d'un atelier, une dame m'a prise à part. Elle avait les cheveux blancs comme la neige et un sac à main en cuir craquelé. Elle m'a regardé droit dans les yeux et m'a dit « Grâce à vous ». J'ai repris une partie de moi. J'ai appelé ma sœur après 20 ans de silence. Ces mots-là, je les ai ramenés à la maison comme un trésor. Je les ai notés dans mon journal, entre une recette de clafoutis et une citation de Marguerite Duras, parce que ce sont ces phrases, ces petits déclics discrets, qui changent une vie, pas les grands discours, les petits élans de vérité partagée. Aujourd'hui, mon salon ressemble un peu à une salle de classe improvisée. Il y a des piles de documents, des stylos fluo, des pots de thé un peu partout. Parfois, je me dis que c'est peut-être ça, ma nouvelle mission. Pas d'être la grand-mère parfaite, ni la mère réparée, mais simplement une femme qui tend la main à d'autres pour dire « tu n'es pas seule et tu peux encore choisir un matin comme les autres ». Alors que la lumière filtrait doucement à travers les rideaux blancs, j'ai ouvert mon carnet rouge pour y inscrire ce qui serait peut-être la dernière page de ce chapitre. Je ne suis plus la femme qu'on a reléguée au garage. Je suis celle qui choisit désormais la fenêtre ensoleillée. En refermant le carnet, j'ai senti une paix rare, une forme de clarté qui ne vient pas des autres, mais de soi-même. Quelques jours plus tard, j'ai reçu une lettre, une vraie lettre, écrite à la main, sur un papier crème légèrement froissé. Elle venait d'une femme que je ne connaissais pas, mais qui avait assisté à l'une de mes interventions. Elle y racontait comment, après des années de silence et de compromis, elle avait décidé de quitter la maison de son fils. Je ne savais pas que j'avais encore le droit de partir. Jusqu'à ce que je vous entende, écrivait-elle. En lisant ces mots, mes yeux se sont embués. Ce n'était pas de la tristesse, ni même de la joie pure. C'était le sentiment d'avoir transmis quelque chose de vrai. Je n'attends plus d'appel de Julien. Je ne scrute plus les messages absents de Céline. J'ai laissé cette attente-là au passé, avec toutes les illusions qui l'accompagnaient. Aujourd'hui, je vis pour moi, et un peu pour Léa aussi. Quand elle vient poser sa tête sur mon épaule et me raconter ses rêves d'artiste, ses amours naissantes, ses révoltes tendres.
Elle me lit ses poèmes, parfois maladroits, mais si sincères. Je la regarde comme on regarde une version nouvelle de soi-même, libre, curieuse et pleine d'élan. Ma maison est petite, mais elle a tout ce qu'il faut. Une bibliothèque pleine de souvenirs, un fauteuil moelleux près de la fenêtre, un vieux poste radio qui grésille doucement le matin et des couvertures tricotées aux couleurs de l'optimisme. J'y ai accroché un tableau de fleurs de camomille, celles que Léa m'apporte les jours de fatigue. Et sur la table basse trône une photo d'André, souriante, en noir et blanc, comme pour me rappeler « Tu n'es jamais seule, Margot ». Ce matin-là, justement, je me suis installée sur la terrasse, une tasse de café noir entre les mains, une nouvelle pelote de laine à mes pieds. J'ai ajusté le coussin dans mon dos, tourné le bouton de la radio et fermé les yeux quelques secondes. L'air était vif, mais doux, un de ces instants suspendus où le monde semble attendre avec vous. J'ai souri, non pas pour quelqu'un, mais parce que j'étais bien, entière, à ma place. Si vous êtes arrivés jusqu'ici, c'est sans doute que mon histoire a résonné en vous, d'une façon ou d'une autre. Peut-être connaissez-vous une Margot, peut-être en êtes-vous une, sans même le savoir. Si c'est le cas, je vous invite à laisser un mot en commentaire, un souvenir, une pensée, un simple « je comprends ». Vos partages nourrissent ce cercle invisible de femmes et d'hommes qui, comme moi, ont choisi de ne plus s'effacer. Et si cette histoire vous a touché, n'hésitez pas à vous abonner. Chaque récit ici est une voix retrouvée, une vérité doucement dévoilée, un pas vers plus de lumière. Ensemble, tissons une toile de récits qui rendent hommage à celles qu'on n'entend pas assez. Nos mères, nos grands-mères, ou peut-être nous-mêmes. Margot Lefebvre ne dort plus dans le froid, elle habite la lumière. Et peut-être, ce matin, vous aussi.